le propos de ce débat aujourd'hui, c'était de croiser différents regards, des regards historiques, que l'on peut découvrir dans différents livres d'histoire, scientifiques, etc., de les croiser avec les regards de personnes qui ont vécu ces événements. Et pour cela, je remercie énormément Marcel Balthazar d'être présente avec nous aujourd'hui, qui a vécu comme certains d'entre vous, puisque lors des réservations, il a été dit, enfin voilà, certaines personnes qui ont réservé leur place aujourd'hui ont vécu également des événements pendant la guerre 40-45. Et donc je pense que c'est un débat qui a tout son sens aussi ici au sein du Délibule. Lorsque Flore m'a contacté, Flore que je connaissais déjà précédemment, en me disant « Tiens, mais est-ce que tu pourrais me donner des informations dans le cadre de la bande dessinée que je prépare ?» C'était vraiment un très chouette moment parce que c'était l'occasion de pouvoir travailler ensemble. Et deux, c'était aussi, je pense, un moment de réflexion pour l'historien d'un côté, mais aussi l'archiviste, puisque on se rend compte de la difficulté pour notre discipline, que ce soit le monde des archives ou de la recherche, de faire passer certains éléments, certaines émotions. Donc là, on peut, vous connaissez les historiens et leurs travers avec 4 lignes de texte et 18 notes en bas de page pour donner plein d'informations et les sources. Donc c'est vraiment important, bien sûr, donner les informations, savoir sur quoi on se base, mais très vite, on sent quand on écrit qu'il y a des choses qu'on veut faire passer, des événements, des émotions, et les mots n'arrivent pas à pouvoir justement les rendre. Et donc, pour l'historien, il faut essayer justement de réfléchir à la possibilité de sortir un petit peu des sentiers battus, des cadres dans lesquels on doit travailler pour intéresser le plus grand nombre justement aux questions qui sont débattues, mais également de faire passer le message. Et l'occasion que Flore m'a donnée, je la remercie encore, de pouvoir faire ce travail était important parce qu'on en avait déjà parlé au niveau du service des archives pour des moments important d'histoire de la Louvière. Un des moments clés dont on reparlera par la suite, c'est, oui, on parle ici de la mobilisation, où on avait beaucoup de choses, mais comment retranscrire ces moments d'angoisse, d'inquiétude difficiles, et surtout les bombardements dont on parlera. Là, c'était vraiment quelque chose où on sait que beaucoup de gens ont été touchés, beaucoup de gens qui ont des difficultés à pouvoir en parler, des difficultés de notre côté de pouvoir redonner ces sentiments. On a beaucoup de chiffres, on a beaucoup d'événements, on a des livres qui nous permettent d'avoir tel jour il s'est passé ceci, autant de victimes, etc. Mais retranscrire ce moment de peur, de panique, de ce moment de panique latente, ça c'était vraiment très difficile. Et je trouve que là, la BD offre cette possibilité justement de pouvoir donner ces sentiments. Alors je vais passer la parole à Flore, et je pense qu'on reviendra en balle de ping-pong par la suite. Ça marche là? Oui. Oui. C'était aussi un grand plaisir de pouvoir travailler avec toi et d'avoir justement un point de vue plus sérieux, entre guillemets, donc plus sourcé, et quelques discussions. Mais pour illustrer un peu la différence entre nos deux métiers, sans compter aussi l'apport de Tantel, mais j'y reviendrai plus tard. Il y a une petite anecdote, c'est quand je t'ai envoyé les planches, en tout cas l'album tel qu'il était en cours, il n'était pas encore fini, mais on va dire voilà, il y avait un PDF avec les trois quarts du boulot. Une des premières questions que tu m'as posées, c'est t'es sûr que les quais de la gare de la Louvière étaient comme ça dans les années 40? Et je dis non, je suis sûre que non, parce que j'avais pas de photo. J'avais une photo du bâtiment vu de l'extérieur, mais j'avais pas du tout de photo de l'intérieur, donc je bricolais, quoi. Et ça, c'est une chose qu'on a le droit de faire, parce que nous, on a le devoir de raconter une histoire, et donc de remplir les vides. Mais parfois, soit on n'a pas les documents, soit ils n'existent pas, soit on n'a pas le temps de les chercher non plus, parce que c'est tout un boulot aussi, enfin, c'est un travail à plein temps en soi. Et donc... Et d'un autre côté, justement, pour mon autre source de documentation, j'ai eu Tantel.
Toute petite, Fleur me questionnait tout le temps sur ce qu'on avait vécu avant. Et comme je suis conservatrice, que j'avais gardé les lettres... Ça va? Je ne m'en souviens absolument pas. Et c'était dans ton lit que quand tu étais couché, que tu m'appelais pour ça. Et que tu demandais que je te raconte. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais taper à la machine les lettres que j'ai, le journal que je tenais. Et comme j'ai mis la date et j'ai fait relier pour les 4 jeunes, et la date c'est 1987. Elle avait donc 6 ans quand j'ai éprouvé le besoin de créer quelque chose qui intéressait les enfants. Donc, ça date de longtemps, son intérêt pour toutes ces périodes que ma famille a vécues. Et comme nous étions nombreux, il y avait beaucoup de diversité dans nos réactions, dans tout. Hein. Donc, et comme on nous avait donné l'habitude d'écrire, peut-être, me suis-je dit depuis, comme ma grand-mère était de Vendôme, donc dans la région de la Loire, et qu'elle appartenait à une famille nombreuse, dès le départ, il y avait des échanges écrits. On n'avait pas de téléphone, on n'avait aucun des appareils de maintenant. Donc, on devait écrire. Et dès qu'on apprenait à écrire, on envoyait des lettres à tous ces gens que nous ne connaissions pas. Et c'est comme ça qu'il y a des lettres de Nouvel An. Mais à la Nouvelle Année, il arrivait qu'on en dicte à l'école. Mais maman exigeait que nous ayons nos propres dessins et nos propres textes. Donc, l'habitude est restée. Mais comme au fur et à mesure que la famille grandissait, maman changeait de maison, elle faisait le tri. Donc, elle n'a pas gardé beaucoup. Mais moi, ce que je recevais, je le gardais. Et c'est là-dedans qu'elle a pu puiser. Je pense que, justement, si tu n'avais pas tapé ça, j'aurais jamais eu l'idée de faire ce bouquin, déjà. Donc, tu perpétues la tradition. Ouais. J'avais donc ton carnet, enfin, en tout cas ce que tu nous avais retranscrit de ton carnet, et il s'agissait d'en faire de partir de ça, en tout cas, entre autres, et des lettres aussi pour en faire un récit. Et un des problèmes que j'ai eu, c'est qu'il y a beaucoup de choses, surtout dans ton carnet, sur le début de la guerre, 1940, un peu 41, et beaucoup sur 44. Sur la période en fait où tu étais évacué à Estine. Enfin, vous étiez tous évacués après le bombardement à Estine. Et entre les deux, pas grand-chose. Donc c'est ça aussi le travail. Enfin, par rapport à l'historien, on va inventer des trucs. Par rapport aux témoins, on va aussi essayer de mixer, en fait... là, j'ai pris de la documentation dans les lettres. J'ai essayé de faire des choses aussi qui soient cohérentes avec l'époque. Évoquer des moments aussi dont on avait simplement parlé, mais pour lesquels je n'avais pas forcément de traces. Et voilà, c'est encore une différence entre la documentation et l'histoire, c'est que il faut, nous, quand on n'a pas quelque chose, il faut qu'on l'invente, quoi. Il faut on peut pas laisser des pages vides, on peut pas dire, 42, il se passe rien, circuler, il y a rien à voir, ou alors faire une ellipse. Mais là, c'était quand même un récit qui se base sur le quotidien, donc je voulais quand même évoquer un peu toutes les années et avoir une espèce de temporalité assez lente, quoi. Enfin, complète, assez lente, oui, c'est ça. Je vais rebondir alors moi aussi sur ce que vous dites toutes les deux et insister sur le fait qu'on s'est tous les trois finalement positionnés différemment, mais en essayant d'avoir une complémentarité, puisque finalement le travail de Flore a consisté à essayer et à réussir à mettre en scène des souvenirs d'une personne, d'une mise en scène donc avec son propre regard sur les souvenirs d'une autre personne et essayer de mettre dans un contexte général. Et c'était un peu ça la difficulté, si je me mettais de mon côté, c'est de se dire comment essayer de faire abstraction justement de ma formation qui est très
carré au niveau de la façon de développer un récit. Et de pouvoir d'un autre côté donner les informations à Flore. Et puis il a fallu qu'à un moment je me dise ok, on va prendre ce postulat de base, à savoir je suis dans une histoire de famille, dans un contexte local. Eh bien on va essayer de donner des petits éléments qui vont faire que dans le récit ça ne pose pas de problème pour la bonne compréhension, de faire abstraction vraiment de tout ce qui, entre guillemets, clochait par rapport à l'exactitude historique, en disant c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de donner cette impression, ce ressenti de vie quotidienne, comme tu le disais. C'est ça vraiment qui est important. Et puis de basculer dans le petit texte en fin de volume en disant voilà. Vous avez eu cette histoire qui est l'histoire d'une famille, l'histoire d'une personne, le regard d'une personne sur un moment précis, sur des moments difficiles. Voilà, maintenant vous pouvez le prendre, ce récit, et l'intégrer dans un contexte bien plus précis, avec des dates, avec des chiffres, etc., qui vous permet de voir où on se trouve. Et encore là, c'était difficile, puisque finalement, on parle finalement de subjectivité pour un témoin, qui va retenir ce qu'il veut retenir, pour l'auteur de BD qui va dire moi ça j'aimerais bien, ça donnerait bien comme image, ça sera un chouette dessin, hop, on va mettre un pied de 43 dans une chaussure de 42, ça marchera. Voilà. Mais non, j'ai quand même été assez scrupuleuse. Enfin, je veux dire, il y a moyen de faire pire au niveau documentation quand même. Mais il y a quand même le comment dire, je crois que ce qui est important, en tout cas dans mon boulot à moi, c'est plus d'être juste, c'est-à-dire juste au sens mais plus de la fidélité au personnage, du récit, de l'histoire, etc. Même si pour ça, de temps en temps, on tord un peu les faits. En général, tout est relativement exact, à peu près. Bon. Et j'ai choisi de travailler plutôt du côté justement des personnages extérieurs à la famille, comme Marguerite, où là je fais des grosses entorses à la réalité, quoi. Tout en restant, j'espère, vraisemblable. Enfin, c'est pas totalement anachronique. Justement, là, c'est vraiment un très très bon exemple, et je trouvais que c'était dans le cadre de cette BD, très chouette d'avoir pris la personnalité de Marguerite Berwood, parce que finalement, oui, il y a eu l'action de la résistante, mais il y a aussi toute la création qui était faite par la mère de Marguerite Berwood au niveau de l'image de sa fille, puisque la mémoire, on parle de Marguerite Berwood, oui, une résistante, oui, qui l'a payé de sa vie, personnalité importante. Et pourquoi se souvient-on de Marguerite Berwood? C'est parce qu'il y a un mythe qui a été construit sciemment par sa mère après la guerre, qui avait rédigé un livre à la mémoire de sa fille, et qui contactait même les écoles aussi en disant ça c'est le livre de ma fille, il faut absolument le mettre en avant. On a vraiment les courriers. Donc on a une reconstruction aussi historique, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que chaque élément peut être construit d'une certaine manière tout en étant fidèle à une vision qu'on a de la réalité. Voilà, par rapport... Oui, en fait, une autre thématique, c'était le ravitaillement pendant la guerre 40-45, et différents documents ici qui avaient été sélectionnés par Thierry. Tu veux peut-être juste dire un petit mot? Non, pas spécialement, si ce n'est qu'on revient sur la même thématique, à savoir que si vous venez chez nous aux archives de la Louvière ou quel que soit le dépôt d'archives, c'est ça que vous allez trouver pour la question les conditions de vie à l'époque. Qu'est-ce que vous allez avoir? Mais des documents très, très techniques, très précis, très froids, des informations qui viennent des associations qui avaient été créées. Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a des mouvements de mobilisation au sein de l'espace public, les administrations qui se disent il faut faire quelque chose pour nos populations, même l'occupant se dire l'occupant va aussi s'occuper de tout ça, parce que si on ne ravitaille pas la population civile, ça va pas aider. Ces documents-là, on les fait vivre comment on ressent ça? C'est difficile à savoir.
Mais je ne les vois pas. Les documents historiques. Oui, la fin, mais ça, c'était l'obsession. Donc, ça le montre, par exemple, que quand j'ai commencé mes études à Nivelles, mais je devais emmener du charbon, des pommes de terre, je devais partir avec tout un... Et dans ma chambre, je faisais du feu juste quand j'y étais, et le matin, je devais casser la glace dans l'aiguière pour pouvoir me laver. Donc, on était à une vie matérielle minimum, hein, essayer d'y arriver. Et maman nous écrit quand nous allons en vacances chez des cousins, bon, ici les œufs sont à 6 francs. Un instituteur gagnait 1000 francs. Ben, si l'œuf coûte déjà 6 francs et qu'il a une famille nombreuse, le budget est vite passé. Donc, mais c'était en même temps l'époque de notre adolescence et avec l'enthousiasme qu'on a pour tout ce qu'on découvre. Hein, il y a toujours les deux en même temps, l'angoisse et en même temps le quotidien difficile et en même temps cet élan de vie que nous avions en même temps. Alors un autre épisode, alors pour revenir aussi aux notions de résistance, d'après-guerre, ce sont des notions qu'on va aborder précisément juste après le bombardement de la Louvière à travers les deux figures, je veux dire la résistance avec Marguerite Berwood et notamment la collaboration avec le personnage d'Edgar Duquesne notamment. Donc ce sont des choses sur lesquelles on reviendra juste après. Il y a un élément évidemment important aussi. Il y a eu plusieurs bombardements, mais celui qui est évoqué dans la BD est celui du 23 mars 1944. Et voilà, vous avez sous les yeux les planches en question. Ça rejoint un peu ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. On a des images, quand on parle de bombardement, les images qu'on conserve, c'est généralement ce qui s'est passé après. Voilà, comme beaucoup de choses. Et donc, vous verrez après les images d'archives qu'on a, c'est les effets évidemment du bombardement. Moi, je trouve que c'est vraiment de très très belles pages parce que des photos comme celle-là, on en a. Par rapport de police avec X maisons démolies, X maisons en mauvais état, X victimes, X blessés, X personnes. On en a. Par contre, si tu reviens à la page de la bande dessinée, là, ces cases-là, le brom, c'est ça qu'on n'a pas. C'est ce que et encore, hein, ça donne une idée, mais c'est difficile. Hein, c'est difficile de savoir. Moi, j'arrive pas à comprendre. D'où le fait que ce sont des sujets qui sont toujours d'actualité à quelque niveau que ce soit. Enfin, vous venez de le dire, donc malheureusement, c'est comme tu dis, on peut pas tout collecter, tout conserver, c'est pas possible. Et puis, je pense qu'on doit aussi accepter que certaines personnes n'aient pas envie d'en parler aussi. Donc voilà, c'est clair qu'on perd quelque chose au niveau de l'histoire, mais il y a des gens, je pense, qui ont énormément de difficultés à parler de ce genre de... Il y a eu énormément de reportages à ce sujet, hein, notamment en Allemagne, les Allemands, des différents reportages à ce niveau-là qui expliquaient la difficulté, qui avait souvent une génération qui passait et la génération suivante demandait mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a par rapport au camp de concentration dont on a parlé tout à l'heure aussi énormément de gens qui disent c'est très bien, et ils sont contents entre guillemets qu'il y ait cette mémoire qui soit toujours là. Et il y a un rescapé qui disait mais on ne pourra jamais se rendre compte de ce que c'était, ne serait-ce qu'au niveau de l'odeur, de ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est clair qu'il y aura toujours un décalage entre ce qu'on conserve, ce qu'on peut... Mais l'intérêt aussi de ce genre de rencontre, de pouvoir discuter et d'avoir justement ce genre de témoignage oral aussi, qui heureusement est filmé, donc on aura une trace quelque part, une archive de ce débat. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir mêler ces différents points de vue. On parle de Marguerite Berwood parce que il faut aussi, pour une communauté, avoir des héroïnes et des héros. Et Marguerite Berwood, c'est le cas. C'est le cas. C'est une personne qu'on a mis en avant parce que sa mère lui vouait un culte en tant que fille, mais aussi en tant que
que résistante, qu'elle en parlait, qu'elle militait pour qu'on fasse beaucoup de choses. Il y a une cloche Marguerite Berwood à Mons, il y a la statue ici à la Louvière, il y a des rues Marguerite Berwood aussi. Donc c'est ça qui est important. Et donc oui, il y a l'action de Marguerite Berwood, mais c'était pour aussi rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré dans la résistance et dont on ne se souvient pas et pour lequel on a parfois juste un nom. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de voir, c'est pourquoi elle, par rapport à d'autres, c'est ça qui est important aussi. Sur la statue qui est au lycée, dans le jardin du lycée royal, il y a une plaque indiquant Marguerite Berwood et il y a une autre plaque Laurette de Marais. Laurette de Marais. Et Laurette de Marais, en 6e latine, elle était dans ma classe. Mais après, elle a changé. Mais elle venait nous attendre quelquefois à la sortie de l'école et elle nous racontait qu'elle faisait partie de la résistance et elle nous racontait des exploits auxquels elle participait. Donc, elle était très indiscrète dans ce domaine-là. Et elle a été tuée la veille de la libération par la Gestapo. Donc, on était quelquefois mêlés à des faits tragiques de la résistance, venant de gens dont on n'imaginait pas ça. J'ai été étonnée quand Fleur m'a dit qu'elle allait se servir de ces histoires que je racontais quand elle était petite. Mais je ne savais pas qu'elle les avait gardées en mémoire comme ça et qu'elle tenait à y revenir. Mais je suis bien contente d'avoir revu sous une forme vivante des choses qu'on a vécues à cette époque-là. Et surtout que... je vous dis, nos parents nous avaient vraiment fait sentir qu'une famille nombreuse, c'était une richesse. Et là, nous l'avons senti très fort, mais aussi douloureusement, parce que, comme je le mettais à un moment donné, nous étions comme un grand corps qui pouvait toujours être touché à un moment donné. Donc, il y avait toujours cette angoisse et en même temps cette jeunesse qui faisait qu'on était heureux quand même. Donc, et elle a rendu ça. Donc, je la remercie. Moi, j'étais ravi, donc je reprends les mêmes phrases. J'étais ravi d'être contacté par Flore et de pouvoir l'aider dans son projet. Je pense que c'est vraiment très important pour les historiens et les archivistes de pouvoir se lancer dans des défis tels que ceux-là. C'est important de sortir des murs, sortir des boîtes d'archives et de sortir des revues scientifiques pour donner toutes ces informations au plus grand nombre. C'est vraiment essentiel et je le remercie encore. Merci à toi pour le dossier aussi et pour les quelques coups de main photographiques. Mais moi je voulais dire qu'en fait j'ai fait ce livre, j'ai mis 3 ans à le faire déjà. Et c'était aussi en partie pour rendre hommage à Tantelle, Marcel, qui a été une des personnes qui m'a élevée, qui m'a éduquée. Et donc c'était aussi une façon de lui rendre hommage. Voilà.